passer directement à notre premier sujet. Je vous l'avais annoncé, nous allons parler de la situation générale du pays et de cet autre accord qui est en vue à Kampala entre la délégation du gouvernement de la RDC et celle du M23. Et nous allons en parler sur ce plateau avec Norbert Yamba, qui est acteur de la société civile. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci bien pour l'invitation. Voilà, d'abord, nous allons parler de la situation générale du pays. Il y a des accords qui ont été signés, il y a des concertations qui sont aussi envisagées. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, comment vous percevez tout cela? Merci d'abord, merci beaucoup. Il faut dire qu'en tant qu'acteur de la société civile, il est très clair que lorsque les gens arrivent à signer un accord, à quelque niveau que ce soit, il faut devoir saluer. Saluer cela simplement parce que le dialogue ou la communication, elle est toujours permanente. Et on ne peut résoudre le problème que par rapport à la communication, par rapport aux échanges, par rapport au dialogue, par rapport aux concertations. C'est très important. Alors, pour revenir véritablement à la situation concrète, l'accord d'Addis Abeba, ce qui va venir à Kampala, prévu pour le 15, ça c'est évident. Mais croyez-moi, au niveau d'Addis Abeba, il faut reconnaître qu'il y a des engagements à différents niveaux d'atterrissage. Nous avons toujours dit que la situation qui se passe dans notre pays est une situation qui relève véritablement d'une convergence d'intérêts. Convergence d'intérêts au niveau... Dans quelle mesure? Au niveau les intérêts, parce qu'en fait toutes les difficultés que nous sommes en train de subir, c'est parce qu'effectivement il y a une sorte de confrontation d'intérêts. Intérêts au niveau international, au travers les multinationales qui ont besoin véritablement de nos ressources, de nos richesses, etc. Et qui se créent des ennemis au niveau de la sous-région et qui font office, n'est-ce pas, des sous-traitants, mais qui également ont leurs propres intérêts. Alors ces alliés qui ont comme rôle d'entretenir une certaine situation d'instabilité pour justement saper le territoire. Tout à fait, mais alors je disais une convergence d'intérêts au niveau de multinationales, convergence d'intérêts au niveau de la sous-région, de la région, convergence d'intérêts au niveau interne. Il faut qu'il y ait des relais volontaires qui, visiblement, au regard de leurs intérêts, sont en synergie gagnante, sont dans un partenariat stratégique gagnant-gagnant avec ceux qui, visiblement, sont externes par rapport à notre situation. C'est comme ça que vous voyez cette situation perdurer. Bon, l'accord d'Addis Abeba, c'est un accord qui relève essentiellement de ces trois compartiments. Il y a l'extérieur, ce qu'on appelle les multinationales et la fameuse communauté internationale, et vous avez la sous-région, vous avez la région, et vous avez l'interne. Et donc, nous pensons que c'est une plus-value. Il faut savoir saluer cela. Alors, on a constaté également, parce qu'il faut dire que c'est lui qui a l'initiative de cet accord d'Addis Abeba, c'est bien l'ONU, avec son patron lui-même en tête. Comment est-ce qu'on peut lire cet engagement, ce dévouement de Ban Ki-moon? Vous savez que celui qui monte sous les tigres, disent les Chinois, non seulement il ne veut pas descendre, mais il ne veut même pas le céder. Celui qui a la puissance a toujours intérêt de rester puissant. Et lorsqu'il y a deux unités de puissance qui se rencontrent, il y a l'unité la plus forte détruite, l'unité la plus faible. C'est un peu la situation. L'ONU, elle a existé depuis des années. Elle a été créée, vous savez, dans les conditions que l'on connaît, ça c'est évident, pour construire une paix durable à travers le monde. Mais attendez, l'ONU ne survit que grâce aux différentes contributions, grâce aux cotisations, et elle subit également l'influence des grandes puissances. Ça c'est évident. Et donc, l'ONU, à un moment donné, devient finalement un instrument de pénétration des pays riches, des pays puissants, vers les pays pauvres. En tout cas, il y a une littérature abondante par rapport à cette question. Je ne dis pas que cette fois-ci c'est comme ça, mais au moins, l'ONU sait protéger les intérêts. Vous vous rappelez, à l'époque, lorsqu'on a bombardé l'Irak, etc., l'ONU était là, c'est à la compte de l'ONU, de la volonté de l'ONU, etc. Vous savez que Lumumba, il a été arrêté, tué. Parce qu'elle n'a pas pu empêcher les États-Unis d'aller
au bout de leur logique. Et c'est pourquoi je vous dis que l'ONU, oui, elle fait un travail de titan extraordinaire dans beaucoup de choses, mais elle est souvent aussi instrumentalisée par les puissances d'argent, etc. Et donc, il ne faut pas considérer l'ONU comme étant neutre. Elle fait vraiment son job, ça c'est évident, mais elle est aussi influencée par des grandes puissances qui sont censées aujourd'hui avoir la suprématie à travers le monde. Et donc, l'ONU est là, tout en sachant que, ne vous en faites pas, ce qui se passe dans notre pays, il y a une perspective de la balkanisation. Et cette perspective est partagée non seulement par les voisins, qui ont besoin de déverser le flux de la démographie dans notre pays en créant un autre État qu'on appelle l'État tampon du Kivu, etc. Mais également, il y a la volonté de l'ONU qui estime que le Congo est trop grand. Le Congo mérite visiblement d'être démembré dans la perspective qu'elle soit bien gérée. Ça, c'est évident. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de littérature qui font étendre cette situation à la contre de la volonté de notre peuple. C'est cela, justement. Donc, oui, il y a eu un accord, il y a des engagements de l'ONU, il y a des engagements de l'Union africaine, il y a des engagements de la CIRGL, il y a des engagements des pays voisins, il y a des engagements également au niveau de la République. Alors, parlons maintenant de cet accord qui est envisagé pour le 15 mars. Est-ce que ça sera une bonne option pour la RDC? Parce que pour certains, c'est justement une façon de revenir à la case départ. Je vous ai dit que nous sommes dans une situation de convergence d'intérêts. La finalité des finalités, c'est le démembrement de la République, ce que d'aucuns parlent de la balkanisation. Il faut arriver véritablement à un État du Kivu. Peut-être que la perspective va continuer jusqu'à démembrer même l'Ouest ou les centres, etc. Et donc, l'idée ici, par rapport à tout ce que nous sommes en train d'assister au Kivu, c'est justement la canalisation d'un processus opératoire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais dit l'autre fois, quand j'étais invité ici, que bon, ce qui se passe à l'est de la République, c'est un schéma, c'est planifié. Et je me disais qu'à un moment donné, tout ce que nous en sommes en train d'assister en termes de tractations, des déclarations parfois du gouvernement, souvent un temps t'explique pour vous dire, écoutez, on ne peut pas négocier avec la rébellion, on ne peut pas, et finalement on négocie, finalement on signe un accord, etc. Et alors ici, on se trouve en situation où, non seulement on veut signer l'accord avec les M23 d'une manière générale, mais il y a des tendances qui se créent. Et je vous ai toujours dit qu'on arrivera à la signature d'un accord, mais il va s'ouvrir une autre fenêtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait d'un coup, on n'aura pas constaté que le Kivu est occupé par la filière rwandophone qui visiblement devient plus élevée que les autochtones, etc. Ça va continuer. Parce que l'idée ici, c'est de créer un État tampon. Pour vous, cet accord, c'est justement pour sauvegarder ces intérêts dont vous parlez? Bien entendu. Makenga, il est là, il va venir, il va intégrer. Alors il y a maintenant deux ailes au sein du M23 avec laquelle que le gouvernement doit signer. Parce qu'il y a l'aile Makenga et l'aile Runiga. Mais qui ignore aujourd'hui? Regardez toute la littérature, entrez même sur le net, suivez toutes les déclarations. On va vous dire que c'est avec l'aile Makenga qui le gouvernement devra signer cet accord. Il semble qu'ils ont détrôné Jean-Marie Runiga qui, lui, s'est dit, lui est proche, semble-t-il, de Bosco Tanganda. Et or, Jean-Marie lui-même dit qu'ils ne sont pas, n'est-ce pas, en connivence avec Bosco Tanganda. En fait, c'est une façon de nous distraire, ça c'est évident. Mais quand cela en est tienne, le gouvernement finira par signer un accord. Mais il faut noter, je m'excuse beaucoup, monsieur le journaliste, il faut noter une chose, c'est qu'on ne signera pas les accords avec toutes les deux tendances. Il y aura une seule tendance. Et donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et cette fenêtre va créer encore une autre situation supplémentaire, comme on a vu avec le RCD Goma, le RCD KML, le RCD N, et puis finalement le CNDP, aujourd'hui le M23. On est dans ce processus-là. On est dans la matérialisation physique de ce processus. Ne pas le reconnaître, c'est vraiment être très faible sur le plan d'intelligence, de pouvoir innover dans un pays qui visiblement est en difficulté aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va signer un accord. Ça va s'être signé, donnant semblant qu'on a révoqué Runiga et que l'M23 est resté uni. Or, tel n'est pas le cas. Et donc, la partie Baudouin-Ogouyé, qui est proche de Tangana, etc., va encore refaire la situation à un moment donné et pour que, finalement, on ait... Pour vous, même il faut que je termine. On ait autant de militaires, de généraux, autant de colonels, autant de majors,
autant de capitaines, autant de militaires, de caporaux, etc., qui en réalité viennent d'une filière qui visiblement devra détenir l'impérium dans la gestion de la République. Et c'est cette filière qui aura à décider qui peut être président, qui peut être, je ne sais pas, Premier ministre dans ce pays. La filière rwandaphone. Mais c'est cette filière, visiblement, qui est soutenue par la sous-région. C'est cette filière qui, visiblement, est en connivence avec nos voisins dans la perspective de mettre en place cet État du Kivu. C'est ça. Alors, comment expliquez-vous cette dynamique du fait de cette filière de décider maintenant pour, c'est-à-dire mettre un chef d'État? Est-ce que c'est possible? Bon, il faut un peu lire la situation aux États-Unis. Regardez les Juifs, comment ils sont. Ils ne sont pas si nombreux qu'on le croit, ça c'est évident, mais ils sont très déterminants dans les choix des chefs, etc. C'est un peu ça. Donc, on n'a même pas une filière trop physique, mais le pouvoir. Regardez, lorsque, par exemple, on a autant de généraux que les autres tribus, lorsque on a autant de colonels, lorsqu'on a autant de majors, aujourd'hui, ceux qui sont signés, les généraux signés aujourd'hui, ils sont combien au sein des FARDC? Ils sont 9, signés avec ordonnance. Et les colonels, ils sont 19. Et les majors, ils sont 70. Et les capitaines, ils sont 300. Pour ne citer que ça. Oui. Alors donc, maintenant, si l'on intègre les groupes armés de Makenga, etc., ils seront combien? Il y a combien de généraux à l'intérieur de M23 aujourd'hui? Alors maintenant, ça ne sera pas tout parce qu'on va intégrer Makenga et les siens, donc, etc. Pour vous, même cette dissension, c'est une façon... C'est planifié. C'est planifié. Une façon également de noyer le Congolais distrait par la boisson, par le pouvoir, par les femmes. Et donc, il faut poser des actes qui vont dans le sens de donner l'impression qu'effectivement les gens sont en confrontation. Or, il y a une fenêtre qui s'ouvre dans la perspective de pouvoir opérationnel. Comment est-ce que le gouvernement devrait se comporter face à cette rébellion? Nous avons dit que nous sommes un État, nous avons créé un certain nombre de services, notamment les services de sécurité, etc. C'est pour nous défendre. C'est pour nous défendre l'intégrité territoriale. Et lorsqu'il y a une rébellion, c'est déjà pénal. Alors maintenant, on aurait pu, c'est vrai qu'on pouvait négocier, encore que l'État soit sérieux, honnête, sincère. Parce que lorsqu'on signe des accords, il faut savoir les respecter aussi, ça c'est évident. Et puis à l'intérieur de M23, il y a aussi des Congolais qui font des revendications, parfois rationnelles. Tout cela, mais ces Congolais-là, ils sont Congolais. Vous n'allez pas dire qu'ils sont Rwandais, c'est évident. Il y a des Congolais à l'intérieur de M23. Et qui, par convergence d'intérêts, se sont réunis avec ceux qui, visiblement, ont un autre agenda dans la perspective de balkaniser de la République. Et tout cela, il faut les écouter. Tout cela, il faut être transparent. Tout cela, il faut donner des signaux qui montrent que, véritablement, nous sommes tous copropriétaires de la République et que nous sommes à même d'appliquer dans la transparence les règles démocratiques. Mais lorsque, on donne l'impression véritablement d'affirmer la démocratie comme étant le mode opératoire, et puis on applique d'autres règles qui visiblement remettent en question cette velléité. Moi je pense qu'à ce moment-là, on crée des crises en incubation qui à tout moment peut dégénérer, même si pas les métros. C'est ça. Alors c'est que pour vous, au Nord Kivu, on ne peut pas envisager une paix? Non, la paix viendra, mais il faut savoir contrer le schéma et qu'il y ait les complices internes soient identifiés, parce que sincèrement, il y a des complices internes qui rendent opérationnels tous les schémas. Vous savez combien de fois on nous a dit qu'on ne va pas négocier avec les M23? On va les écouter. Mais c'est ce qui a été fait. Et l'accord a été à 80% appliqué. J'aimerais voir très concrètement combien de militaires on va intégrer, combien d'agents de sécurité on va intégrer, combien de politiques on va intégrer. C'est cela le problème. Est-ce que quelque part c'est aussi un aveu d'échec côté gouvernement? Mais personne, tout le monde le reconnaît. L'accord cadre vous dit qu'il y a un problème de gouvernance. L'accord cadre vous dit qu'il y a un problème de réconciliation. L'accord vous dit qu'il y a un problème de sécurité. C'est que véritablement les institutions n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on entendait d'elles. Ça c'est évident. Aujourd'hui on parle de plus en plus de la cohésion nationale. Pourquoi? Parce que les institutions n'ont pas répondu véritablement aux attentes. Il faut construire des synergies gagnantes dans la perspective de pouvoir construire, j'allais dire, affirmer notre identité, notre leadership dans la perspective de consolider notre vision dans la sous-région, dans la région, pourquoi pas à travers le monde. Alors, on a parlé également d'une force, une brigade d'intervention. Est-ce que vous y croyez? On est mieux servi que par soi-même.
On est mieux servi que par soi-même. Qui hier pouvait encore refuser que l'ONU a été envoyé au Congo à l'époque de Lumumba pour sauvegarder la République. Et vous savez comment l'ONU s'est comportée à l'époque. Vous connaissez comment l'ONU s'est comportée.